Bonsoir à tout le monde de la salle ici ce soir. Bien contente de voir votre intérêt que vous portez aux lacs, de tous les lacs de Saint-Aimé-des-Lacs pour la plupart. Mon nom est Claire Gagnon, mairesse. Fait le plaisir de vous présenter ici à ma gauche M. Antoine Lessard, qui est aménagiste pour la MRC de Charlevoix-Est, M. Marco Lavoie, conseiller, Madame, qui va faire la présentation ce soir, Madame Païse Maillot, de l'organisation de l'OBV Charlevoix-Montmorency, et elle est assistée ce soir de Monsieur Yannick Demel, qui est technicien en environnement. C'est bien ça? Bonsoir. Monsieur James Dufour, Monsieur James Dufour, conseiller dont il s'occupe de l'environnement aussi pour la MRC, pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Madame Lise Lapointe, notre directrice générale. Merci ce soir de voir l'engouement que portent nos lacs à Saint-Aimé-des-Lacs. C'est très important. Maintenant, on a la présentation par Madame Païse. Les lacs qui vont être discutés ce soir, ça va être le lac Sainte-Marie, le lac Antoine, le lac Brûlé, le lac du Rat-Musqué, le lac Long, le lac du Pied-des-Monts. Et on a aussi ce soir la présence de M. François Bédard, qui est président de l'Association de protection du lac Nerne. On va sûrement en parler également. Ça fait que je vous souhaite la bienvenue à tous et à tout le monde ce soir qui sont ici. Et je passe la parole à Mme Païse Maillot. Il y a M. James Dufour qui a un petit mot à nous dire en même temps parce qu'il est en charge de l'environnement pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. M. Dufour, on vous écoute. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, premièrement, j'aimerais me remercier tous les gens qui ont pris la peine de réserver leur soirée pour se joindre à nous pour cette présentation de l'OBV Charlevoix-Montmorency. J'aimerais également remercier M. Lessard de la MRC qui s'est joint à nous également. On sait que la MRC, c'est un partenaire important de la municipalité pour tous les dossiers environnementaux. Il nous aide au point de vue information et aussi au point de vue subvention. Il nous verse des enveloppes pour nous aider dans ces choses-là. Ensuite, j'aimerais remercier Mme Maillot et M. Demel de l'OBV d'avoir pris la peine d'accepter notre invitation parce que nous, le conseil municipal, ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux lacs puis à l'amélioration des cours d'eau. L'an dernier, on avait donné mandat à l'OBV de faire l'étude des lacs que Mme Gagnon a mentionné tout à l'heure. Et puis, on a reçu le rapport en janvier dernier. On en a pris connaissance, mais comme on n'est pas des spécialistes en environnement et tout ça, ben, on préférait avoir des spécialistes qui sont en mesure de livrer l'information puis aussi de répondre aux questions des gens, parce que je suis certain qu'il va y avoir des questions là, par la suite, puis c'est normal aussi. Alors, moi, je suis content de voir qu'il y a autant de gens ici ce soir. Ça démontre bien que la population s'intéresse à nos lacs, puis ça motive aussi le conseil municipal de Saint-Aimé-des-Lacs à continuer dans cette démarche d'environnement, parce qu'on sait qu'au cours des 2 dernières années, on a travaillé fort dans le dossier des lacs. Puis ça nous avait été demandé par les résidents, puis on est fiers là, de voir ce soir qu'il y a autant de gens qui sont présents parmi nous. La présentation de ce soir, comme Mme Gagnon l'a dit, on va avoir le lac Sainte-Marie, le lac Antoine, le lac Brûlé et ses tributaires, le lac Long, lac Pied-des-Monts et lac Rat-Musqué. Le déroulement de la présentation, en premier lieu, nos représentants de l'OBV vont nous faire la présentation de leur rapport puis de leurs études. Par la suite, j'invite les gens à prendre en note toutes les questions, parce que idéalement, il ne faudrait pas que les gens interviennent pendant la présentation pour pas que Mme Maillot et M. Demel perdent le fil de leurs idées. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens écoutent la présentation. Par la suite, on va répondre aux questions. C'est certain que parmi les lacs qu'on a mentionnés tout à l'heure, on n'a pas parlé du lac Nerne. Par contre, à la période de questions, les riverains qui demeurent autour du lac Nerne auront la possibilité de poser également des questions parce qu'on sait que l'OBV est très au courant de la situation du lac Nerne, étant donné qu'ils ont eu plusieurs mandats au fil du temps qui leur ont été donnés par l'APELN pour faire le travail du lac Nerne. Alors, moi, je remercie tout le monde, le conseil municipal également qui a travaillé au dossier.
Et puis aussi, je voudrais faire une petite entrée en la matière parce que je sais que suite à la présentation dans la période de questions, certains qu'il y a des gens qui vont nous arriver et qui vont nous dire qu'est-ce que le Conseil a décidé d'entreprendre suite à ces analyses-là. Moi, je peux vous annoncer, j'en ai parlé à la dernière réunion, le Conseil municipal, lors de la séance publique du 13 mars, a adopté une résolution d'appui pour une proposition de projet en partenariat avec l'APALN et l'OBV, ainsi que le groupe, pas le groupe, mais un programme de subvention Écoaction. Alors, je pourrais en parler peut-être plus en détail tout à l'heure si des gens sont intéressés, mais je vais laisser le soin peut-être à Mme Maillot, peut-être qu'elle a prévu en parler dans son discours. L'essentiel de l'information qu'il faut retenir là, de ce programme-là, puis je veux dire aussi que la résolution, on a adopté la résolution, mais c'est conditionnel à ce que le programme Écoaction embarque avec nous dans le programme. Le programme Écoaction, c'est un programme de subvention allant jusqu'à 100 000 $, mais normalement, il subventionne 50 % de notre projet. Nous, ce qu'on a comme projet, c'est un projet d'une envergure de 120 000 $. Alors, normalement, le programme Écoaction va en verser 60. Et puis, on a la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs qui va mettre 30 000 $ sur 3 ans, alors 10 000 $ par année. On a l'association APALN du Lac-Nerne qui va investir 24 000 $ dans ce programme-là. Et on a aussi, autre aménagement, Lac-Pied-des-Monts, c'est un 6 000 $. Ça, c'est un citoyen là, qui veut faire un aménagement. Alors, lui, il va investir 6 000 $ dans ce projet-là. Moi, c'était pour faire l'entrée en matière un petit peu du projet. Mme Maillot va sûrement en parler. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas à la fin de la présentation. On est là pour ça, puis c'est pour ça qu'on a fait venir l'OBV. C'est pour être certain que tout le monde a l'information, qu'ils sont en mesure de poser les questions à lesquelles ils veulent avoir des réponses. Alors, merci beaucoup. Je cède la parole à nos représentants de l'OBV. À nos représentants de l'OBV. Merci, M. Dufault. Oui, merci. Oui, ça fonctionne. Alors, merci, M. Dufault. Merci, Mme la mairesse, Mme Gagnon. Vous aussi, là, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, ici ce soir, pour venir écouter les conclusions de notre étude sur les lacs, la qualité de l'eau des lacs de Saint-Aimé-des-Lacs. Donc, ce qu'on a fait, nous, à l'organisme de bassin versant, c'est qu'on est allé sur le territoire puis on a visité vos lacs pour faire une diagnose écologique des autres lacs de Saint-Aimé parce que on avait déjà beaucoup d'informations sur le lac Nerne. On va en parler quand même là, à la fin de la présentation du lac Nerne. C'est pas vrai qu'on va l'oublier aujourd'hui ce soir. Là. Comme on avait déjà beaucoup d'informations sur le lac Nerne, on trouvait important là, de sensibiliser la municipalité là, à continuer les efforts de connaissances, d'acquisition de connaissances sur les autres lacs pour aussi faire des actions un peu partout sur le territoire, pas juste des actions au lac Nerne. Donc, la présentation aujourd'hui, je vais présenter un peu l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency, qui on est, pourquoi on est ici avec vous ce soir. C'est quoi les diagnoses écologiques des lacs qui ont été réalisées, les méthodes, des résultats puis des recommandations. Puis après ça, comme le disaient les intervenants avant moi, on va passer à la période de questions. Donc, qui on est, nous, l'organisme de bassin versant? On est un organisme qui faisons de la gestion de l'eau par bassin versant. Il y a 40 organismes de bassin versant au Québec. On se partage le territoire. On a principalement un mandat du gouvernement du Québec d'aider les municipalités, mais aussi les citoyens, les groupes citoyens et les industries, le commerce, à discuter ensemble des problèmes de l'eau, puis après ça, de faire des actions qui sont pertinentes sur la gestion de l'eau, qui va tenir compte des besoins de tout le monde, mais aussi de l'écosystème du territoire. Donc, c'est ça un peu notre mission première. Donc, pour faire ça, on fait de la concertation. Donc, on rassemble les gens ensemble pour qu'ils discutent. On fait de la concertation des acteurs de l'eau dans les bassins versants, pour s'assurer de faire une bonne planification de l'eau. Nos mandats, le premier, c'est de faire un plan directeur de l'eau. Donc ça, c'est un gros document qui est comme un peu un dictionnaire là, de qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, autant la faune, la flore, les usages, la géographie, la pluie, les systèmes d'eau
usée, potable. Donc, on regarde tout ce qu'il y a sur le territoire. Puis ensuite, on consulte les acteurs de l'eau du territoire. On les informe sur les besoins, sur les problèmes qu'on voit, nous, sur le territoire. Puis ensuite, on fait un plan d'action, puis on met en œuvre des actions qui vont essayer d'améliorer autant la qualité de l'eau que la quantité, la sécurité liée aux inondations ou au glissement de terrain, les accès à l'eau, donc il y a des secteurs où on essaie de faire la promotion d'accès à l'eau ou d'améliorer la qualité des accès. Parfois, il y a des accès sauvages ou illicites, ou en tout cas, peu importe. On essaie que les accès soient mieux aménagés ou mieux respectés. Puis, le dernier, c'est les écosystèmes, donc tout l'environnement lié à l'eau. Donc, ça, c'est un peu notre travail à nous. Donc, on se donne comme mandat là, vraiment de rassembler le plus de gens possible et puis de les amener à faire des actions les plus pertinentes possibles sur le territoire. On est une équipe de 8 permanents, tous liés là, à un peu des scientifiques ou des gens qui sont en sciences humaines qui font de la mobilisation des acteurs de l'eau. Donc, moi, je suis biologiste, puis mon collègue Yannick, lui, est technicien en écologie. Donc, notre territoire, il part de Québec à la rivière Montmorency, puis ça fait toute la côte de Beaupré jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Donc, toute l'eau qui s'écoule dans les rivières, les ruisseaux qui s'en vont dans le fleuve entre la rivière Montmorency puis le Saguenay, c'est le territoire sur lequel on va travailler. Donc, il y a 27 municipalités, 7 gros bassins versants. Donc, les bassins versants, c'est le territoire vers où l'eau s'écoule, puis environ 6000 km². Puis la gestion intégrée de l'eau, donc notre travail, c'est vraiment de s'assurer que les besoins de l'environnement, de l'humain et les besoins économiques, et ça s'intègre bien ensemble, puis qu'on puisse faire les actions en fonction de ces 3 paramètres-là. On tient compte de l'ensemble des usages qui ont un impact sur la qualité de l'eau ou sur la ressource en eau, puis on essaie de tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, incluant les poissons, la faune, la flore. Les objectifs qu'on avait quand on a commencé le travail pour lequel on avait reçu le mandat de la municipalité, c'était vraiment de regarder plus en profondeur c'était quoi l'évolution des lacs sur le territoire de Saint-Aimé-des-Lacs. Il y a eu une étude qui avait été faite en 2007 par une firme privée qui s'appelait Groupe Hémisphère et qui avait déjà donné des paramètres là, sur les lacs du territoire. Puis, ça donnait une première base. Mais 2007, on trouvait que ça commençait à faire un peu long. Donc, on voulait voir là, le suivi, l'évolution de ces lacs-là, ça s'en allait vers où? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous ont appelés dans les dernières années en nous disant « Hey, il y a un problème à mon lac, j'habite à tel endroit, Saint-Aimé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? » Puis là, on essayait de voir. Là, nous, on fait des travaux au lac Nerne, on pourrait passer vous voir s'il y a quelque chose à faire. Mais, tu sais, juste aller voir quelques citoyens comme ça fait pas... Ça nous donnait un indice fort comme de quoi qu'il se passait des choses dans les lacs, mais c'était ponctuel, on n'avait pas une idée d'ensemble, on ne savait pas trop. Il y a une question... on est supposé prendre les questions à la fin. Je vais finir ma page, puis après ça, je vais vous prendre votre question, même si je vais déroger au protocole. C'est ça, là, il y avait beaucoup de citoyens qui nous appelaient, puis ben, la municipalité aussi, elle avait des questionnements de son côté, là, elle nous disait, ben là, le lac Nerne, on fait plein de choses, est-ce qu'on reçoit nous aussi des appels de citoyens, est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc, c'était vraiment ça, notre premier objectif, c'était d'évaluer l'évolution de ces autres lacs-là. Puis, il y a eu aussi là, la création de capsules vidéo pour diffuser un peu là, des informations sur chacun des lacs qu'on allait visiter, puis pour pouvoir diffuser l'information, même si vous venez pas aujourd'hui à la présentation, vos voisins de lac, ils pourraient aller voir les petites vidéos là, qui vont, je ne sais pas s'ils sont en ligne déjà ou il y aura des petites capsules vidéo qui vont présenter un peu là, justement l'évolution de chacun des lacs. Votre question, si elle est brève, s'il vous plaît. Je m'inquiétais de ne pas voir le lac Nerne dans la liste des lacs au point A.
Non, parce que, comme je disais en préambule, le lac Nerne, on a déjà beaucoup d'informations. On sait où est-ce qu'il s'en va. On fait beaucoup d'actions. On fait des suivis de qualité de l'eau des cours d'eau qui se jettent dans le lac Nerne depuis 2011. Donc, on a aussi remonté ces cours d'eau-là. On sait où est-ce qu'il y a des éléments à les corriger, des secteurs où il y a plus de problèmes. Fait qu'ils sont déjà ciblés, bien documentés, les éléments pour le lac Nerne. Puis je ne l'ai pas cité là parce qu'il ne faisait pas partie de l'étude de l'été dernier. Par contre, je vais en parler dans la fin de la présentation. Donc, comment on a procédé pour notre étude sur les lacs de la municipalité? Premièrement, comme il y avait plusieurs étapes, on a essayé de se baser sur les méthodes qui avaient été déjà utilisées en 2007 pour être capable d'avoir vraiment une comparaison la plus rigoureuse scientifique possible. On aurait pu prendre plein d'autres sortes de méthodes pour étudier les lacs, mais là, l'objectif, c'était de voir l'évolution. Donc, on s'est basé sur la méthode de 2007, puis on a essayé de la répliquer le mieux possible en 2023. Donc, la première étape, c'était de faire la morphométrie. Donc, c'est de voir, de refaire ce qui avait été fait en 2007 en évaluant au point le plus profond de chacun des lacs, d'aller prendre des échantillons d'eau puis de voir la transparence de l'eau, entre autres. Donc, c'était un peu pour s'assurer que le financement qu'on avait reçu était le plus efficace possible pour ne pas demander des sommes astronomiques non plus à la municipalité. Là, c'est pour ça qu'on s'était vraiment concentré sur ces aspects-là. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Ça, c'était l'étude de groupe hémisphère. Donc, on avait ça comme base de données initiale. Là, chacun des lacs, sur leur image, il y a une petite étoile. On ne la voit pas très bien à l'écran, mais au site où il y a l'étoile, c'est là qu'on est allé prendre les données de qualité de l'eau, de transparence, etc. Donc, on s'est basé sur l'étude de 2007 de groupe hémisphère, puis on a refait la même chose l'été dernier. Qu'est-ce qu'on faisait à ces points d'étoiles-là? Premièrement, nous, on est allé revoir avec un sonore sur les lacs si on était vraiment à la bonne place, s'assurer d'avoir la colonne d'eau la plus profonde du lac, puis on a mis des points GPS vraiment plus précis que ce qui existait. Donc, maintenant, on a la localisation précise du point le plus creux de chacun des lacs. Ensuite, à cet endroit-là, on allait faire des échantillons d'eau à plusieurs profondeurs pour voir le phosphore. Donc, est-ce qu'il y a des nutriments dans votre lac? On est allé voir la chlorophylle A. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'algues en suspension, des petites microalgues? On a regardé la température dans le profil. Donc, de haut en bas, c'est quoi la température? Comment elle varie dans la colonne d'eau? La transparence, l'oxygène dissous aussi, ça aussi c'est super important pour nous, puis pour aussi les populations de poissons. Ça indique beaucoup de choses sur la viabilité, puis si c'est un bon habitat pour les poissons dans les lacs qu'on a étudiés. Le profil d'oxygène dissous. On a regardé jusqu'à quelle profondeur on était capable de voir notre indice de transparence, puis également les coliformes fécaux. Donc, les bactéries fécales, est-ce que c'est quoi la concentration qu'on retrouvait dans les lacs? Ça nous a permis tout ça de donner une cote, on appelle ça le niveau trophique. Fait que ça a donné pour chacun des lacs là, une évaluation, là, on appelle ça une cote. Oui? J'aimerais inviter Mme Monique de Gravel, conseillère, qui vient d'arriver, s'il vous plaît, et venir ici en avant et s'il vous plaît. On salue votre présence ce soir. Excusez. C'est important de les nommer. Merci, Mme Gravel, de vous joindre à nous. Donc, pour chacun des lacs, il n'y avait pas juste le point le plus profond qu'on allait analyser, la qualité de l'eau. Il y avait aussi l'entrée d'eau, donc le tributaire principal, et la sortie d'eau à l'émissaire. On voulait vraiment savoir
source principale d'eau qui rentre dans le lac, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou est déjà dégradée, puis bien, ça va contribuer à pas aider le lac. En tout cas, ça va contribuer à dégrader le lac. Puis la même chose là, à l'émissaire, donc à la sortie du lac, c'est quoi la qualité de l'eau qui sort du lac une fois qu'il s'est brassé, puis que là, c'est un peu d'oxygène dans le cours d'eau. Donc, on est capable de faire dans ce temps-là une différence entre l'arrivée d'eau puis la sortie d'eau, voir si ça se dégrade ou si ça s'améliore. Parce que le lac, il peut aussi améliorer, filtrer, être un endroit où il y a de la décantation de sédiments, dépendamment de la situation des cours d'eau. On faisait 3 analyses de phosphore pour chacun des échantillonnages. Puis, c'est ça, on prenait dans différentes profondeurs là, nos analyses. Ça nous, oups, j'allais trop vite, la petite souris. Ça nous permettait, comme je vous disais tout à l'heure, de faire la détermination du niveau trophique pour chacun des lacs. Il y a 3 niveaux trophiques dans les lacs, selon le ministère de l'Environnement ou selon les bonnes, ce qu'on voit généralement. Puis, on fait aussi des entre-niveaux, là, parce qu'à un moment donné, les lacs, s'ils ont juste 3 choix de catégories, ça ne fait pas beaucoup. Donc, les meilleurs lacs ou les lacs qu'on considère comme les plus en santé ou les plus vieux lacs ou ceux qui subissent le moins de perturbations, on les appelle les lacs oligotrophes. C'est des lacs souvent qui sont profonds, qui ont de l'eau claire, qui ont peu d'apport en nutriments. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée de nourriture pour les algues, pour les poissons, ils sont quand même en santé parce qu'ils vont utiliser des petits animaux qui vont vivre aussi dans les eaux claires. Puis souvent, ça va être des espèces qui vont être très pointilleuses à la qualité de l'eau qu'on va retrouver dans ces lacs oligotrophes-là. Et puis faible productivité biologique, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'algues ou de plantes aquatiques qui vont pousser dedans. Le deuxième niveau, c'est les lacs mésotrophes. Eux, ben, c'est un entre-deux. Il va y avoir une plus grande quantité d'éléments nutritifs qui vont entrer, ce qui va entraîner plus de prolifération de pousses de plantes puis d'algues. Il va y avoir un changement d'espèces de poissons parce que là, il va y avoir des espèces plus résistantes à des eaux plus chaudes. Donc, ça ne sera plus juste des belles truites, des ombres de fontaine ou des ombres chevaliers. Puis, c'est pas mal ça. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des entre-deux. Donc, il va y avoir des lacs qu'on va dire oligomésotrophes. Ça veut dire qu'ils sont comme en train de passer, sont comme entre les deux. Il y a comme un petit passage qui se fait. Les lacs eutrophes, eux, c'est souvent des lacs qui sont peu profonds, où l'eau va être plus chaude, ils vont être très enrichis par les nutriments, donc ils vont recevoir beaucoup de nourriture, il va y avoir beaucoup de productivité, il va y avoir beaucoup de plantes qui vont pousser, beaucoup d'algues, et puis ben ça aussi, ça va faire en sorte que les poissons qui vont vivre dans ces eaux-là, il va falloir qu'ils soient plus adaptés à des eaux chaudes. Puis la compétition va souvent être plus élevée aussi parce qu'il y a plus d'espèces de poissons qui sont capables de supporter des eaux chaudes. Par contre, ça va aussi être des eaux souvent plus troubles. Fait que puis ça, ben il y a des espèces de poissons qui vont pas tolérer ce genre de milieu-là. Comme les ombres de fontaine, les truites mouchetées, ils n'aiment pas beaucoup ça, les eaux trop troubles, trop chaudes. Ça va nuire un peu à leur développement. Donc, cette séquence-là, un lac normal qui va... Il pourrait passer d'un stade oligotrophe à eutrophe sur plusieurs milliers d'années. C'est une séquence normale de la vie d'un lac. Par contre, ce qu'on voit au Québec et ailleurs dans le monde, présentement, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui habitent autour des lacs, quand il y a beaucoup d'urbanisation, beaucoup d'activités, autant de la villégiature, le monde agricole, on va mettre des routes, il va y avoir de l'épandage de sable l'hiver, il va y avoir des fossés. Bien, tout ça, ça va entraîner une modification beaucoup plus rapide d'un lac oligotrophe à eutrophe parce que les apports en sédiments, le sable, qui va toujours avoir des nutriments dessus, la présence d'installations septiques, la présence de gazon qu'on coupe, qu'on garde pas plein de plantes très, très hautes partout sur notre terrain, bien, tout ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de nourriture qui vont s'en aller dans
les lacs, puis ça va faire un passage vraiment accéléré d'une situation à une autre. Puis c'est ça qu'on voulait mesurer un peu là, dans l'étude cet été. C'était à quel point cette vitesse-là, elle est grande. Est-ce qu'elle existe pour vrai? Parce que ce qu'on nous mentionnait, les citoyens qui nous appelaient, c'était qu'il y avait une accélération vraiment, vraiment rapide. Donc, on voulait aller voir un peu c'était quoi la réalité. Il existe plusieurs façons là, d'aller de façon pointue, aller mesurer, d'aller donner une cote comme ça. Là, je voyais là, ici, juste je reviens là. Ah non, c'est pas ici, c'est plus tard. Donc, c'est ça, il y a des échelles différentes là, qui nous permettent de donner la cote. Est-ce que c'est un lac eutrophe, mésotrophe ou un beau lac oligotrophe? Donc, on utilise le phosphore total, la chlorophylle A puis la transparence de l'eau. C'est ces trois éléments-là qu'on regarde pour identifier là, la cote du lac. Puis là, nous, on a utilisé autant l'échelle de Carlson, qui est l'échelle qui avait été utilisée là, par le groupe Hémisphère, que le réseau de surveillance des lacs, qui est, ça c'est soutenu par le ministère de l'Environnement du Québec. Puis, il y a des associations de riverains là, qui utilisent ce réseau de surveillance volontaire des lacs-là pour faire le suivi de leurs lacs. Le lac Nerne, ils en font encore? Oui? Bon. Donc, le lac Nerne. Puis, c'est ça. Nous, ça nous permettait là, d'avoir une base de sciences sur lesquelles se baser pour identifier le niveau des lacs. On passe aux résultats. Ça va pour l'instant. Je ne vous ai pas trop perdu. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Très intéressant. Alors, premier résultat au lac du Pied-des-Monts. Bon, donc, après le lac Nerne, le lac du Pied-des-Monts, c'est le deuxième plus grand lac en termes de superficie à Saint-Aimé-des-Lacs. Il y a environ 70 habitations, là, je ne les ai pas comptées à mitaine, qui sont toutes situées là, dans la partie sud du lac, parce que l'autre côté, c'est le territoire non organisé, donc ce n'est pas municipalisé. Sa profondeur maximale est de 22 mètres. Donc, on voit ici, on vous a illustré un peu le bassin versant en pointillé blanc. Là. C'est dans ce territoire-là, tout ce territoire-là va alimenter en eau le lac du Pied-des-Monts. Donc, on voit là, il y a une série de petits lacs à gauche, en haut. En brun, c'est des milieux humides. Donc, ça peut être, ici, c'est des marécages. Puis, il y a beaucoup de barrages de castors là, quand on est allé visiter là, sur ce tributaire-là là, à gauche, là, dont certains qui ont lâché avec les crues de l'année passée. Puis ça, on voit là, le point mauve, bleu-mauve, en tout cas, je ne sais pas quelle couleur vous le voyez. Là. Ça, c'est le site d'échantillonnage où on a regardé s'il y avait des coliformes, donc des bactéries, donc au tributaire principal, à la sortie du lac et puis dans le milieu du lac. Puis, le triangle rouge, bien là, ça, c'est le point le plus profond du lac, donc là où il y a eu la mesure de transparence puis la mesure d'oxygène dissous. Donc, on le voit un peu plus proche comme ça ici. Puis là, ici, on voit les résultats qu'on a obtenus. On vous a mis en parallèle là, les résultats de 2007, puis les résultats de 2023. La cote, la transparence moyenne, ça, c'est la profondeur à laquelle on est capable de voir dans le lac. Là, on a eu un problème cet été parce qu'à chaque fois qu'on y allait, il y avait des gros vents. Puis finalement, notre cote était comme moins bonne que ce qu'on était supposé de voir. Fait que ça nous donne, on l'a comme exclu de nos résultats pour pas fausser la donnée parce que dans les protocoles, ça le dit. S'ils vendent trop, vous prenez pas cette mesure-là. Mais on l'a pris pareil, on était là, puis tant qu'à y être. Mais on a mis des petites étoiles pour être sûr que ça soit noté. Puis ensuite, la chlorophylle A, elle, on voit qu'il y en a un petit peu plus qu'avant. Puis la même chose là, pour le phosphore total moyen, il y en a un petit peu plus qu'avant. Ces deux affaires-là, le phosphore puis la chlorophylle A, s'il y en a plus, ça veut dire que le lac, il se dégrade un petit peu. Là, c'est un petit peu plus, là, mais bon, il y a quand même... c'est quand même noté qu'il y en a plus qu'avant.
On a fait des courbes, je ne sais pas si ça va vous parler un peu, mais en mauve, c'est 2007, donc ce que Groupe Hémisphère avait comme données. Puis nous, en 2023, c'est la courbe en bleu qui est à gauche. Groupe Hémisphère, même si c'est des scientifiques, puis c'était un groupe de consultants, puis ils connaissent leur affaire, ils ont oublié de mettre dans leurs données la date à laquelle ils sont allés faire leur échantillonnage. Pour nous, ça cause un problème parce qu'on n'est pas capable de dire est-ce qu'on est allé à la bonne date pour comparer. Fait que pour la température, on peut se dire, il y a comme s'il y a une différence, c'est pas grave, là, on ne tiendra pas compte qu'il y a une différence de température. Pour l'oxygène, ben là, nous, on se dit, ben là, nous, on est allé dans un moment où c'était le plus pertinent pour le lac. Fait qu'on espère qu'ils ont fait la même chose du côté du groupe Hémisphère, c'est-à-dire d'y aller au moment dans la saison où c'est le plus pertinent. Puis si c'est le cas, ben on voit que les courbes, ils se suivent quand même, là, fait qu'il n'y a pas une grosse différence là, non plus là, entre 5 et 8 là, en milligrammes d'oxygène dissous. La variabilité c'est pas une grosse affaire non plus. Donc, on voit aussi ce qui ressort comme information là, dans ça, c'est que la concentration en oxygène, là, à aucun moment, c'était un problème là, pour les poissons dans la fosse du lac du Piédémont. Même si la fosse est très, très, très profonde, l'activité bactériologique n'est pas assez intense pour empêcher là, que les poissons ils soient en bonne santé dans le lac du Piédémont. Fait que c'est un lac qui a quand même gardé là, toutes ses qualités là, pour pouvoir avoir une population de poissons en santé. On a mis ici là, en vert 2007 puis en rouge 2023. Ça, c'est la grille là, sur laquelle on place les lacs en fonction de la cote qu'ils reçoivent. Plus qu'ils sont à gauche, meilleurs qu'ils sont, les lacs. Plus qu'ils sont à droite, ben là, ils sont rendus on peut marcher dessus, là, j'exagère. Donc, le lac Piédémont, il est dans la catégorie, c'est beau. C'est un beau lac, puis on veut le garder comme ça. Puis, ben là, on voit qu'il y a une petite différence. C'est certain là, qu'un lac, là, quand il y a des habitations autour, qu'il y a de l'activité, ben la dégradation, elle peut, tu sais, elle existe, puis elle va être là. Si on enlevait tous les chalets, ben là, on arrêterait la dégradation. Puis, si chacun des chalets, chacun des résidents des chalets, chacune des personnes qui sont dans ces chalets-là font les meilleures pratiques, ben là, on va peut-être réussir à la garder là, notre niveau, on va le garder là, notre niveau trophique de lac, puis il ne va pas se dégrader. Alors, la présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire, ben tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire au lac du Piédémont pour s'assurer de le garder le plus longtemps en santé, puis éviter qu'il s'en aille plus à droite. Ben c'est peut-être, là on voit quand on est au lac du Piédémont, il y a de l'érosion des berges. Est-ce que c'est juste à cause des coups d'eau, des barrages des castors puis de grosses pluies? Peut-être, mais on en doute. Il y a aussi les embarcations à moteur, à essence. Parfois, il y a des grosses vitesses, puis on voit les berges du lac qui pourraient être endommagées à cause de ça. Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques qui pourraient être mises à profit? Tu sais, mettre des distances entre la circulation de bateaux à moteur puis la berge. Là, il y a des choses comme ça qu'on peut proposer. Puis aussi, ben, il y a les habitations qui peuvent être l'autre facteur qui peut amener des nutriments dans l'eau. Moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. La mienne est bonne. Mon eau est bonne. Le lac Long. Donc, le lac Long, il y a 2 tributaires principaux, lui, puis environ 39 habitations. C'est environ 39. La profondeur, elle, c'est de 11 mètres et demi. Puis, il est longé là, par le chemin du Piédémont sur plusieurs dizaines de mètres. On voit ici là, son bassin versant, là, la même chose. Tout ce qui est à l'intérieur du petit picoté du trait blanc, ça s'en va dans le lac Long. Puis il y a plusieurs milieux humides là, qui font aussi des
pont là, d'accumulation là, de sédiments, s'il y en a qui arrivent. Puis on voit là, les localisations des sites d'échantillonnage au lac Long. Tiens, on les voit un petit peu mieux ici, comme ça. Fait qu'on a fait encore à l'exutoire, puis à l'entrée du tributaire principal. On a choisi celui-là, il est un petit peu plus accessible et gros. Puis le point le plus profond, il est où il y a le triangle. On voit ça. Ce qu'on note au lac Long, c'est qu'il y a une diminution de la transparence, comme un peu le lac Piédémont, mais cette fois-ci, on a été vu que c'est plus petit, il n'y avait pas de vague vraiment. La chlorophylle A le diminue un peu, mais le phosphore total, lui, il a beaucoup augmenté. Bon, on ne sait pas si c'était, il y a eu du phosphore, puis là, ben, les plantes ne les avaient pas encore accumulées, il a fait froid. Tu sais, il y a des fois, c'est pour ça qu'on prend les deux paramètres entre le phosphore puis la chlorophylle. Il y a vraiment un lien de cause à effet habituellement. Puis là, ben, s'il y a plus de phosphore puis moins de chlorophylle, c'est comme s'il n'avait pas encore été transformé. Bref, je vous épargne les détails, mais on voit là ici là, que on voit qu'il y a quand même de la nourriture qui se rend dans le lac Long. Ouais, attends un petit peu, je reviens. Je m'excuse de vous faire... la recommandation gouvernementale, ça dit que le phosphore, ça ne doit pas dépasser le 20. Ça, c'était le petit point. Oui, ouais. C'est limite, exactement. Donc, on voit ici encore là, les courbes de température et d'oxygène dissous. Ce qu'on note, c'est qu'il y a une augmentation significative de la superficie des végétaux aquatiques dans le lac Long. Comparé à des photos aériennes d'avant, on voit là, que les herbiers, les algues, ils prennent de plus en plus de place dans le lac. Ça, c'est vraiment un indice comme de quoi il est enrichi, donc il y a de la nourriture qui se rend dans le lac, puis ben, le niveau trophique, il est en train de changer. Là. On dit qu'il y a un processus d'anoxie avancé dans la colonne d'eau. Ça veut dire anoxie qui manque d'oxygène. Et d'ailleurs, là, quand on regarde l'oxygène dissous, c'était déjà le cas en 2007. Puis là, ben, on voit que ça se poursuit en 2023, rendu à une profondeur de entre 2,5 mètres puis 4 mètres, admettons. Ben là, on commence dans les couches profondeur d'eau, de manquer d'oxygène. Ça veut dire que les poissons, ils n'est pas capable d'aller survivre dans le fond du lac. Il faut soit qu'ils restent en surface, mais là, s'ils restent trop en surface, l'eau est trop chaude. Donc, c'est des endroits où la population de truites ne peut pas survivre à long terme. Donc là, ici, on voit le niveau trophique. Tout à l'heure, au lac du Piédémont, là, on était plus dans cette zone-ci. Là, le lac Long, le lac du Piédémont, c'est ça que j'ai dit, hein? Oui, le lac du Piédémont était plus ici. Maintenant, le lac Long, on voit qu'on est plus dans du oligomésotrophe. Avant, c'était plus du oligomésotrophe. C'est comme la catégorie entre les deux. Là, on est plus rendu dans la catégorie mésotrophe en 2023. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? Ben c'est ça, on voit que la végétation aquatique est plus dense, puis ça l'empêche l'oxygénation de l'eau. Il y a moins de vent, il y a moins de courant, fait que l'oxygène se rend moins dans les couches inférieures du lac. On note qu'il y a 60% environ des berges où il y a de l'activité humaine, donc parfois inadéquate pour être sur le bord d'un lac, mais ça, c'est notre vision de biologistes qui aiment beaucoup de plantes sur le bord de l'eau. Alors, nous, on est prêts à discuter avec les riverains pour leur expliquer notre vision des choses dans ces cas-là. Pour le lac du Raz-Musqué, le Raz-Musqué, c'est un petit lac, hein, fait qu'il a une profondeur de 7 mètres à son maximum. Il y a à peu près une douzaine d'habitations, puis il est longé par le chemin du Piédémont lui aussi, sur à peu près une dizaine de mètres. On le voit ici, son bassin versant. Donc, il y a un petit peu le coin de la montagne, là, il y a un petit cours d'eau qui se
traverse le chemin. Puis après ça, ben ça s'en va vers du milieu humide, puis ça s'en va jusque dans le lac du Raz-Musqué. Donc, ici, tiens, on voit un peu plus de proche les endroits où on a fait nos échantillonnages. Puis, pour ce qui est des résultats, ici, on note vraiment une très, très grande augmentation de la chlorophylle A et du phosphore total moyen. Tout à l'heure, je vous disais que le maximum qu'on recommandait pour les lacs, c'est 20. Bien, là, on est rendu à 30. Ça, c'est dans les cours d'eau, quand ça bouge beaucoup. Là, on dit 30 dans une rivière, un apport, c'est correct. Dans un lac, c'est pas correct parce que ça reste là, ça bouge pas, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bactéries qui vont faire rapidement digérer le phosphore. Donc, là, on est dans un contexte où les apports ils sont trop importants en phosphore au lac du Raz-Musqué, là. Ouais, il y a aussi la visibilité du fond du lac là, qui est quand même pas grande. Elle était déjà pas grande en 2007, mais est encore moins bonne. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est ça, comme je disais, la transparence est encore moins bonne. Tu sais, c'est 80 cm quand même de visibilité de moins dans l'eau. Et un autre fait à noter, que ça a été une surprise pour nous, puis pour le conseil municipal aussi, quand on leur a annoncé ça, c'est qu'on a trouvé dans le lac du Raz-Musqué une concentration qu'on pense être du sel. La conductivité moyenne elle est passée de 55 à 231. Puis ça, habituellement, quand on regarde la conductivité, c'est vraiment quand il y a des apports en sel de route ou... Fait que là, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les 16 dernières années pour qu'il y ait du sel qui se ramasse dans le lac du Raz-Musqué? Ça, c'est vraiment un mystère. Tu sais, quand on regarde le lac Sainte-Marie, on se dit, la conductivité a augmenté, là, on se pose moins de questions. On est capable de voir le territoire puis de dire, OK, il y a la 138 pas loin. Mais au lac du Raz-Musqué, on s'est beaucoup posé la question. Puis là, on nous a dit au départ, je revenir dans mon bassin versant, on m'a dit que le chemin ici, c'était un chemin éco-route, puis qu'en principe, il n'y a pas de sel. Là, donc, on se pose la question de où vient le sel. Tout comme le lac précédent, là, c'est un lac qui manque d'oxygène. Puis là, ici, c'est à partir d'1,5 mètre à peu près à 2,5 mètres là, que là, en profondeur, on n'a plus assez d'oxygène pour les poissons. Donc, c'est un déficit d'oxygène quand même assez qui a été accru aussi là, au courant des dernières années. Ici, on voit là, que ce lac-ci, on voit, là, lui, il y a eu une grosse évolution négative, là. Donc, le lac du Raz-Musqué, lui, il est passé de quelque chose de moyen, c'était pas super, puis là, ben, on est rendu vraiment là, dans le eutrophe. Donc, c'est un lac qui est considéré comme vieillissant, en accéléré, donc, tu sais, les poissons dans ce secteur-là, ben, ils ont plus beaucoup de chance. Puis, ben, c'est ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour renverser la vapeur, faudrait vraiment trouver c'est quoi les sources pour essayer de s'assurer là, d'arrêter les apports dans le lac. Bien, les apports, ça peut être comme tantôt, là, il y a de l'érosion des sédiments ou les installations septiques, des chemins forestiers. Il faudrait essayer de trouver de où ça vient. Le lac Brûlé, c'est un lac de tête, donc c'est le lac de tête du lac Nerne. Fait que c'est important, le lac Brûlé, pour le lac Nerne. On essaie qu'il soit le plus en santé possible pour que l'eau qui sorte de ce lac s'en aille au lac Nerne soit la meilleure possible, parce que le lac Nerne, c'est quand même un très grand plan d'eau qui a une importance de villégiature quand même grande pour la municipalité. Donc, son émissaire, le gros ruisseau qui se jette dans le lac Nerne, puis ensuite, il y a une vingtaine d'habitations au pourtour du lac, puis aussi de l'activité agricole dans le bassin versant. La profondeur maximum de 2,5 mètres. Oh, Donc, on a ici le lac Brûlé et son bassin versant. On voit
en haut, là, qui a un peu d'agriculture, des beaux milieux humides en brun, puis quand même une grande zone forestière sur une grande partie du bassin versant, mais il y a quand même des chemins qui traversent ce bassin versant-là. Donc, on voit les points de localisation des échantillonnages, puis du point le plus profond. Donc, on voit ici un peu plus de façon pointue. Donc, les résultats. On a une légère augmentation de la concentration en phosphore puis de la chlorophylle A dans l'eau, qui est probablement, c'est probablement ça la cause là, de la différence avec la transparence de l'eau. C'est pas une grosse différence de transparence, mais il y a quand même une diminution de la transparence là, de l'eau du lac. On disait en 2007 que le fond du lac était visible de la surface, mais c'est plus le cas là, en 2023. Donc, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des moments où c'est encore le cas, mais pas quand on est allé faire nos inventaires. Il y a les coliformes fécaux, puis la conductivité, là, ça ne semble pas être des problèmes pour les poissons puis les activités récréatives dans ce cas-ci. C'est ça, le phosphore ici, il est à 12. Comme on disait tout à l'heure, c'est 20 qu'on considère comme étant le maximum. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le lac Brûlé et le lac Nerne. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la température est similaire de 2023 puis de 2007. Par contre, pour ce qui est de l'oxygène, ici, on est comme à la limite d'un déficit en oxygène. Fait que donc, est-ce que ça, c'est difficile. Tu sais, on est en théorie en déficit d'oxygène. En pratique, il faut voir sur le terrain, là, y a-t-il plus de brassage? C'était-tu une journée ou les 3 journées qu'on l'a fait, c'était-tu des mauvaises journées? On est à la limite. Est-ce que le poisson est quand même capable de survivre dans les endroits où il y a plus de brassage, où il y a les petits tributaires? On se pose la question, mais bon, nos données, ils nous ont dit que c'est quand même une menace là, parce qu'on est vraiment, vraiment à la limite pour les poissons. Puis pourtant, quand on fait la compilation de toutes les données, on arrive là, à une différence là, vraiment pas si grande que ça là, du niveau du lac entre 2007 et 2023. Donc, faut continuer à regarder ça. Probablement là, que les affluents, ça pourrait être des sources potentielles d'apports en sédiments qui pourraient être responsables des apports en phosphore, puis du manque d'oxygène qui résulterait là, de la transformation de ce phosphore-là là, par des bactéries qui, justement, ça brûle de l'oxygène dans ces cas-là. Parmi les lacs qu'on a regardés là, cet été, là, c'est celui qui a la moins grande différence, là, de l'évolution la moins prononcée là, pour la qualité de l'eau des lacs. Je vais reprendre un peu. On passe au lac Antoine. Donc, le lac Antoine, lui, il se déverse dans la décharge du lac Nerne, mais il n'y a pas d'impact direct là, sur ce lac-là. Il n'est pas très grand, puis mes collègues, ils l'appellent plus un étang. Puis il y a seulement une habitation qui est sur le bord de ce lac-là. Puis la profondeur est quand même assez uniforme sur sa superficie qui est à 0,8 mètres, donc un peu moins profond que 1 mètre. Il y a beaucoup de milieux humides là, tout le tour. Puis même à l'intérieur là, du lac Antoine, là, il y a beaucoup beaucoup-d'herbiers là, qui commencent à pousser. Il y a beaucoup de plantes aquatiques là, qui sont de plus en plus présentes. C'est ça, on dit qu'il y a quasiment la moitié du lac c'est une prairie humide. Puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas, pour nos suivis, là, on ne peut pas utiliser la mesure de la transparence de l'eau comme indicateur parce que le lac n'est pas assez profond, fait que ça ne donne pas une vraie mesure. Donc, pour le lac Antoine, sa transparence, comme je vous dis, on ne peut pas utiliser cette donnée-là. Pour la conductivité, il y avait une petite augmentation, mais c'était rien de majeur, c'est pas considérable.
en fait, ça ne cause pas de problème encore significativement dans le lac, mais l'augmentation est quand même à considérer. Je vais reprendre mes mots. En 2007, il n'y avait pas eu de résultats qui avaient été pris dans ce lac-là, mais nous, on en a quand même pris pour avoir une base de données pour si éventuellement il y a des suivis. On a ici un apport de chlorophylle A de 9,2 puis de 20 pour le phosphore total. Donc, pour le phosphore aussi, on est sur la limite pour le lac Antoine. C'est correct pour un lac, mais il ne faut pas que ça dépasse ça. On voit ici nos petits graphiques, les températures qui jouent un peu. Et puis, pour l'oxygène dissous, bien là, comme on n'allait pas très profondément, là, on ne va même pas à 1 mètre de profondeur, bien dans le premier mètre de profondeur, l'oxygène était correct. C'est souvent le cas dans pas mal tous les lacs, là, parce que juste le vent ou les petits courants, d'habitude, ça fait en sorte que l'échange entre l'air et l'eau est suffisant là, pour créer de l'oxygène. Sauf que, est-ce que les poissons sont capables de survivre dans cet étang-là? Là, c'est une autre question. Il faudrait approfondir la question. On n'est pas allé là. Donc, comme on n'avait pas de base de référence, on a juste mis la base de 2023, qui est donc le lac est considéré comme mésotrophe. Le lac Sainte-Marie. Bon, le lac Sainte-Marie, c'est le lac de votre prise d'eau potable. Oui, il est bordé sur toute sa longueur par la rue principale, à peu près une 50aine d'habitations sur les berges, profondeur maximale 2,75 mètres de profond. On voit son bassin versant ici. Donc, ça part de la 138 qui longe une bonne partie du bassin versant, puis le chemin principal le long du lac Sainte-Marie. Il y a plusieurs petits cours d'eau qui traversent la route 138, et puis même proche de l'entrée, là, quand on prend le chemin principal pour aller au lac Sainte-Marie, il y a aussi des cours d'eau qui sont là, des fossés. Donc, c'est sûr que la gestion de l'eau dans ce secteur-là, là, c'est plus compliqué pour garder une bonne qualité de l'eau. Les résultats là, de 2023, ils montrent qu'on a quand même une concentration en phosphore puis en chlorophylle A qui augmente dans le lac. On voit ici là, en rouge les milieux humides de chaque côté, les points d'échantillonnage. Mais ce qui est le plus préoccupant là, dans le lac Sainte-Marie, c'est vraiment la conductivité là, où c'était déjà haut en 2007. C'était déjà plus haut que ce qu'on a dans le lac Antoine, mais là, on est rendu à du 500 et plus de conductivité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sel. On est en train de devenir dans une eau dure. Donc, ouais, si ça fonctionne. Fait qu'on considère que c'est une eau qui est minéralisée. Fait qu'elle n'est pas encore salée, mais minéralisée. Mais ça cause vraiment un risque là, pour les poissons d'eau douce. T'sais, on a vu dans les dernières années là, l'eau du lac devenir chaude, voir plein de poissons revirer de bord, puis être plus, quand même, il y a eu des grandes séquences de mortalité de poissons dans le lac Sainte-Marie. Ben, la température de l'eau, la prolifération d'algues, avec plus de sel dans l'eau, il n'y a rien qui a pu les aider, là, ces poissons-là, à ce moment précis-là. Là. Donc, on voit ici la température encore. Puis l'oxygène, par contre, on voit qu'il y en a quand même de l'oxygène là, dans le lac Sainte-Marie jusqu'à 2,5 mètres de profondeur. Fait que, en théorie, si la température elle reste quand même bonne, puis que les apports en eau sont de bonne qualité, le lac Sainte-Marie pourrait être de bonne qualité, mais là, c'est ça, il y a la conductivité là, qui montre que ça dégrade la qualité de l'eau du lac. C'était quand même un lac d'une qualité oligomésotrophe, donc quand même, meilleur que le moyen. Mais là, il est en train de s'en aller vers le moyen, même il est rendu dans le mésotrophe, il est rendu dans le lac moyen. Là, c'est certain que
les abrasifs, celles de voirie, le manque de bandes riveraines adéquates, puis beaucoup d'activités anthropiques, les routes autour, bien, tout ça, ça cause des problématiques pour le lac Sainte-Marie. Il y a une question? Au niveau de la conductivité, là, c'est quoi le maximum que vous avez vu dans d'autres cours d'eau? Si on veut à peu près faire un comparable avec notre lac. C'est une bonne question, hein? Non, jamais? Bon. Le lac Sainte-Marie serait dans les plus hauts? Oui. Bien, notre territoire, il est beau, là, hein? On va de Baie-Sainte-Catherine, puis la rivière Montmorency. C'est rare qu'on a des lacs. Il y a... J'ai pas fait le suivi souvent non plus, mais moi, c'est la cote la plus haute que je joue. Ça veut dire que c'est un gros problème. Oui, bien, il y a dans la région de Québec, le long de la route 175, il y a des lacs qui sont considérés comme salés maintenant, là, donc qui sont beaucoup plus en problème que le lac Sainte-Marie. Le lac Clément, entre autres, là, qui est dans la région de Québec, là, c'est on pourrait se baser sur ce qui a été fait pour essayer de contrer les problèmes d'apport en sel dans ce lac-là. On pourrait peut-être s'inspirer de ça pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le lac Sainte-Marie avant que ça devienne aussi pire que le lac Clément, là. Donc, ici, mon collègue Yannick qui vous a fait un tableau récapitulatif où on voit pour chacun des lacs que je viens de discuter, là, les paramètres. Est-ce que ça s'améliore ou ça se dégrade? Bon, mais à chaque fois que c'est en rouge, mais c'est une diminution de la qualité. Puis il y a le petit -6 là, où la chlorophylle A là, pour le lac long, là, ça s'est amélioré, c'est en vert. Pour le reste, là, on voit aussi que le diagnostic, c'est peut-être la ligne la plus intéressante, la dernière en bas, là, que le lac Pied-des-Monts, avant, il était oligotrophe, puis il continue à être oligotrophe. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, même s'il y a une légère dégradation. Le lac Long, il était oligomésotrophe, il est devenu mésotrophe. Il y a eu une dégradation moyenne. Le lac Ramusqué, il était mésotrophe, il est rendu méso-eutrophe. Fait que ça, c'est la moins bonne nouvelle de la soirée. Le lac Brûlé, il est resté dans le mésotrophe, même s'il y a une petite dégradation. Le lac Antoine, on n'avait pas de comparatif avant, mais il est mésotrophe, donc il faut trouver des mesures le plus possible pour le garder comme ça ou l'améliorer. Puis le lac Sainte-Marie, où il y a lui aussi une légère dégradation là, de oligomésotrophe à mésotrophe. Fait que c'est pas mal, c'est comme un peu un résumé en chiffres pour ceux qui aiment les chiffres. Si on regarde le lac Nerne, lui, de son côté, là, on vous a présenté plein de données sur les autres lacs. Pour le lac Nerne, lui, il y a beaucoup plus de tributaires d'apport en eau. On note 13 tributaires importants. C'est comme un centre attractif, cœur du village, et des activités sportives puis de villégiature vraiment de plus intensives que sur les autres lacs aussi. Il est presque développé à 100% de son pourtour. Puis la profondeur maximale est de seulement 12 mètres. Puis en plus, il y a une zone agricole sur la partie sud qu'on voit bien là, à notre écran. Si on regarde là, ce qui est comme où il se situe, lui, sur la grille, bien, lui aussi est rendu à mésotrophe en 2011. C'est les dernières données là, de diagnose qui a été réalisée là, pour être capable de le mettre sur cette grille-là là, selon ce qu'on avait. Mais on a-tu regardé dans la surveillance volontaire des lacs? On n'a pas regardé ça. On aurait pu regarder plus dans d'autres documents. Là. On s'est basé sur le plan directeur de l'eau de 2011 qui avait toutes les données. Puis, c'est ça. Donc, de 2004 à 2011, il se tenait là, dans cette zone-là, là, entre le oligomésotrophe. Puis, en 2011, là, il y avait un 7,5 de phosphore total. Nos conclusions à cette étude-là, puis aux paramètres, aux choses qu'on a mesurées puis qu'on a regardées, c'est que, bien, de façon générale, il y a une détérioration de la santé des lacs depuis 2007. C'est principalement dû à
une augmentation en phosphore pour la majorité des cas. Les sources de phosphore là, dans nos environnements, c'est quand on met des sols à nu, donc quand on enlève la végétation, on coupe des arbres, on fait des routes et des maisons. Les installations septiques, donc c'est de la matière organique qui va rester dans le sol et puis là, bon, la vidange, il faut qu'elle se fasse bien, mais il y a toujours les eaux grises, les eaux noires qui vont continuer à s'en aller dans le sol. Fait que faire une bonne gestion des installations septiques, c'est important. Lorsqu'il n'y a pas de bande riveraine, ça peut être une cause aussi, là, parce que là, les nutriments, ils n'ont plus de barrière. Ils prennent le chemin de ruissellement sur le sol ou ou souterrain. Puis, bien, les nutriments ils peuvent s'en aller directement dans l'eau là, sans barrière s'il n'y a pas de racines de gros végétaux sur le pourtour des plans d'eau. Les chemins puis les routes aussi, c'est des sources de phosphore par les apports en sédiments, en sable, en sol, l'excavation, etc. Puis même ce que transporte les poussières de voitures, là, si on veut vraiment aller dans le pointilleux. Nos recommandations, pour tous les lacs, là, ce qu'on suggère, c'est de faire appliquer une réglementation relative à la protection des bandes riveraines. Donc, ce qu'on propose, c'est que ça soit mis en place, pas juste au lac Nerne, puis que ça soit là aussi, qu'il y ait vraiment une bonne application là, des mesures pour que qu'il y ait des végétaux partout sur le bord des cours d'eau et des plans d'eau en autorisant là, des accès, bien entendu, là, qui sont réglementés par les règlements du gouvernement du Québec. D'autres recommandations aussi, on propose qu'il y ait une recherche qui soit faite pour identifier d'où viennent les apports en sel de route au lac Sainte-Marie, puis voir comment ça pourrait être mieux géré. C'est certain que le ministère des Transports, là, il y a peut-être une part de responsabilité, il y a peut-être un rôle à jouer. Puis, si le ministère des Transports n'est pas au courant, il ne fera rien. Mais si on le met au courant, puis si on fait des démarches avec eux, peut-être qu'ils vont pouvoir améliorer plus rapidement, plus efficacement là, leur pratique dans ce secteur-là. On propose de mieux encadrer peut-être, ou peut-être même d'interdire, là, mais là, ça, c'est difficilement applicable là, au niveau municipal, les embarcations à moteur ou avec des moteurs trop puissants. On peut peut-être limiter la puissance des moteurs ou la vitesse ou y aller graduellement là, en interdisant l'ajout de nouveaux bateaux à moteur trop puissants sur certains lacs pour éviter là, de briser les berges puis de miner là, la qualité des lacs, au lac du Pied-des-Monts, entre autres. Là. Puis aussi de regarder c'est quoi la source des apports en sédiments puis en contaminants dans les cours d'eau qui se jettent dans le lac Long, le lac Sainte-Marie, le lac du Raz-Musqué puis le lac Antoine. Et finalement, nous, on aime ça être dans l'action, pas juste faire des rapports pour dire « ouais, ça va pas super bien à telle place ». Fait que tout de suite, là, quand on a vu nos résultats en décembre puis qu'on transmettait le rapport à la municipalité, on avait déjà fait des propositions là, de mesures là, d'action pour les prochaines années. Donc, on les a approchés. On a approché, comme le disait tout à l'heure le conseil municipal, on a approché l'association du lac Nerne puis d'autres citoyens aussi pour faire d'autres actions dans les prochaines années. Donc, on a proposé de faire une tournée des rives des lacs pour qu'il y ait un meilleur suivi de l'état des bandes riveraines, puis du ruissellement. Donc, voir chacun des terrains, là, c'est quoi les meilleures pratiques qui pourraient être appliquées directement, puis en remettant un document personnalisé pour chaque riverain. Donc, leur dire, OK, chez vous, vous êtes sur tel lac, voici les considérations pour votre lac, voici votre maison ou votre terrain, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dessus pour que il y ait une meilleure gestion de l'eau pour éviter là, l'apport en nutriments dans votre lac. Au lac Nerne, là, on proposait de continuer une tournée de sensibilisation. On proposait aussi d'organiser 3 campagnes de distribution d'arbustes parce que dans les documents personnalisés, il y aurait probablement des mesures qui diraient vous devriez planter
80, 200, 500 arbustes. Donc, pour éviter là, des coûts astronomiques, on est capable d'avoir, là, de faire une campagne de distribution d'arbustes à des coûts vraiment beaucoup moins élevés chaque arbuste, puis de donner du support, des conseils, d'aider à la plantation, d'aider juste à aller placer les plantes là, selon les besoins des riverains. Et les autres actions qui étaient proposées dans notre projet, c'était des aménagements forestiers de traverse de cours d'eau au pourtour du lac Nerne, faire le suivi d'un barrage sur le ruisseau Gagouette, puis collaborer là, à l'aménagement d'un sentier au pourtour du lac du Pied-des-Monts. Alors, ce projet-là, là, comme c'est un financement qui a été demandé à Écoaction, qui finance, comme le disait tout à l'heure, là, à 50 % nos activités, puis on avait trouvé du financement là, de la municipalité, 30 000 la peine 24 000 puis un membre de l'association du lac de Pied-des-Monts. Je ne l'ai pas consulté, fait que je n'ai pas mis son nom. Quelque chose comme 6 000 en nature. Là. Donc, c'est pas mal la proposition de projet qu'on avait fait. Fait que là, on se croise les doigts, on touche du bois, puis on attend la réponse qui devrait arriver cet été, puis pour continuer les travaux puis les projets. Donc, moi, ça fait le tour de ma présentation. Fait que si vous avez des questions, ben, je les attends. Je voudrais remercier l'organisme des bassins versants. Merci, Mme Maillot. Merci, Monsieur... parce que c'est tellement important, parce qu'on voit ce soir qu'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés, puis qui sont intéressants, parce que quand on a fait faire l'étude de la protection des cours d'eau à Saint-Aimé-des-Lacs, on peut aussi remercier le conseil qui était très ouvert unanimement pour faire ces études, parce que Mme Maillot, on y attache une grande importance. C'est bien évident. On remercie aussi le conseil municipal, que j'ai dit tout à l'heure, et aussi la MRC de Charlevoix-Est, que j'ai invité cette semaine pour qu'ils viennent et y envoyer un représentant. M. Charest ne pouvait pas être là, ni M. Guillemette, mais on a M. Antoine. Ça fait qu'on est ouvert aux questions. Une question à la fois, pas poser des questions, 3 questions simultanées de la même personne, parce qu'on sait que ça va être très important, les réponses. Quand on a des études, on a des recommandations, la conclusion, c'est qu'on peut apporter avec ce que c'est qu'on a décidé comme investissement à la municipalité et les autres partenaires, c'est qu'on a aussi des conclusions. Merci beaucoup et une bonne main d'applaudissements pour Madame et Monsieur pour ce rapport.